drastiquement nos façons de vivre, sans oublier bien sûr ses impacts économiques, environnementaux. Donc, au nom de toutes les composantes de l'EMG, fondateurs, direction pédagogique, étudiants, enseignants et personnel, donc je remercie vivement Dr Fouad Zahrani d'avoir accepté notre invitation. Donc, Dr Fouad Zahrani est lauréat de l'INSA de Lyon en sciences de l'environnement industriel et urbain, expert en sciences de l'environnement et développement durable, représentant au Maroc de CEFRAPED, donc le Centre francophone de la recherche partenariale sur l'assainissement et les déchets. Donc, il est consultant en fait auprès de plusieurs organismes et institutions nationales et internationales sur les questions de l'environnement. Et d'ailleurs, il est présent avec nous aujourd'hui afin de nous éclaircir sur les impacts réels de cette crise sanitaire sur notre quotidien, notre économie et notre environnement. Il va en fait nous expliquer si ces influences sont positives ou négatives. Il va aussi nous expliquer comment l'effort écologique est-il touché. Et puis, il va nous parler en fait des consignes, précautions et éco-gestes à adopter pour se prémunir contre le Covid-19 et permettant ainsi à chacun de nous de penser globalement. Et puis, l'essentiel c'est d'agir localement. Donc, merci encore une fois, Dr Fouad Zahrani, d'avoir accepté notre participation, pour nous animer ce séminaire. Et je vous cède la parole. Merci, Madame Louazani. Merci, Azhari. Merci tout le monde. Donc, je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements et espérons que mon intervention attirera l'auditoire et l'audience. J'aimerais bien vous parler, vous avez fait le point sur les grands axes de mon intervention, sachant qu'on est dans des moments difficiles, que presque la moitié de l'humanité était confinée, poussée à rester chez eux face à la pandémie mondiale Covid-19. Donc, effectivement, il y avait des impacts sur l'économie mondiale et les États étaient amenés à adapter leur politique pour résister à cette problématique. Donc, certainement, cette crise sanitaire pose beaucoup de questions aujourd'hui et va nous amener aussi à poser beaucoup de questions après la fin de cette pandémie. Les grands axes, je vais essayer de faire un état de lieu de développement durable. Développement durable et ces trois piliers, la relation entre le développement durable et cette pandémie Covid-19. Et quand je parle de cette relation, bien sûr, il y a une interaction, il y a un échange, et après, il y a des impacts. Et bien sûr, dans le développement durable, je vais détailler et donner des exemples. Bien sûr, je vais m'appuyer sur des publications scientifiques. Voilà, et après on va tirer des leçons. Peut-être enfin, je vais ajouter quelques éco-gestes parce qu'il faut s'adapter et il faut faire l'effort. Et donc, avec les éco-gestes, on peut montrer notre civisme et notre engagement, bien sûr, notre responsabilité. Donc, cette crise sanitaire est devenue, dans un temps record, une crise économique, sociale et environnementale. Et donc, il a montré de façon dramatique l'interdépendance de ces trois piliers de l'environnement, de développement durable, l'environnement, le social, l'économie, et la nécessité aussi de changer notre modèle de production et notre mode de vie. On avait une crise, on était face de cette crise, il faut tirer de leçons et peut-être changer le mode de vie pour y parvenir. Et d'ailleurs,
l'ONU, en 2015, elle a fait 17 objectifs pour atteindre un développement durable et donc avec pertinence pour comprendre la crise et travailler à un futur plus durable. Donc, quand on parle de durabilité, c'est la pérennité et ça veut dire qu'il va durer dans le temps. Le lien entre le développement de coronavirus et développement durable, on va voir la biodiversité. Il y a un grand lien avec la biodiversité. D'ailleurs, vendredi prochain, le 22 mai, il y a la journée internationale de la biodiversité. Et bien sûr, il y avait des liens entre la propagation ultra rapide de la COVID-19 à travers le monde. Donc, elle a révélé une grande fragilité de système de santé de crise, même pour beaucoup d'États industriels et développés. Donc, aggravant au passage les inégalités sociales, géographiques. Et donc, l'ONU a publié pas mal de rapports pour montrer les conséquences économiques et sociales du Covid-19. Et donc, estime déjà qu'elle va conduire à la perte de 25 millions d'emplois. 25 millions d'emplois avec 860, une estimation entre 860 et 3400 milliards de dollars de pertes de revenus liés au travail. Et l'UNESCO aussi table sur 1,5 milliard d'enfants coupés de l'école et les agences onusiennes de commerce, de la santé et de l'alimentation, l'OMS, la FAO, l'OMC alertent sur la menace qui pèse sur la sécurité alimentaire et mondiale. Donc, protection sociale et sanitaire des populations et de l'environnement, il y a l'écologie, l'environnement social et l'économie. On prend un exemple d'une société qui essaie de développer l'économie donc nationale ou internationale. Et bien sûr, s'il ne tient pas en compte tout ce qui est social, ça veut dire qu'il faut prendre en considération le volet social de leurs salariés, de leur engagement dans la société, et aussi réduire les impacts sur l'environnement. Réduire les impacts, ça veut dire proposer aussi des mesures d'atténuation de ces impacts. Quand on pollue, il faut savoir comment nettoyer et comment proposer des alternances. Donc la biodiversité, selon l'ONU, les poissons assurent 20% de l'apport protéique à environ 3 milliards de personnes. Déjà, la biodiversité biologique, ça veut dire le terme désigne toutes les formes de la vie sur la Terre, les caractéristiques naturelles qu'elle présente. Donc, il s'explique généralement en termes vastes de plantes, les variétés de plantes, d'animaux, de micro-organismes. La biodiversité aussi s'étend également sur les différences génétiques à l'intérieur de chaque espèce, comme dans les plantes et les races de bétail, les chromosomes, les gènes, l'ADN, donc déterminant donc le caractère unique de chaque individu à l'intérieur de chaque espèce. Donc la biodiversité offre en outre d'innombrables services tant au niveau local que mondial, l'agriculture, les forêts, la pêche. Les poissons assurent 20% de l'apport protéique à environ 3 milliards de personnes. 20% de cet apport protéique vient du poisson. Plus de 80% de l'alimentation des êtres humains est assurée par les plantes. Et aussi, au Maroc, on a l'habitude d'utiliser des médicaments traditionnels à base de plantes pour le soin des bases. Et donc, près de 80% des habitants des zones rurales des pays en développement ont cette pratique. En effet, c'est la combinaison des formes de vie et l'interaction entre l'environnement, la terre et aussi les humains. Donc, on voit la chance qui nous offre la biodiversité, un nombre de biens et de services qui soutient notre vie. Or, bien sûr, il y a la nature décline actuellement à un rythme sans précédent avec un taux d'extinction des espèces qui s'accélère. On parle de presque 1 million d'espèces en voie de disparition, provoquant à présent de graves effets sur les populations du monde entier. La nature est en crise aussi.
la perte de biodiversité et d'habitat, le réchauffement climatique, la pollution toxique, donc plusieurs aspects, plusieurs problèmes liés au développement durable et la biodiversité. Donc là, les Nations Unies, ils ont choisi le slogan de nos solutions sont dans la nature. Donc environ 60% de toutes les maladies infectieuses, et ça c'est très important, chez l'homme sont des zoonoses, ça veut dire qui parvient par l'intermédiaire des animaux. Et les zoonoses apparu et réapparu avec l'Ebola, la grippe aviaire, le syndrome respiratoire de Moyen-Orient MERS, qu'on a découvert au Golfe, le virus de Népal, la fièvre de la vallée du Rift, le syndrome SARS, le virus du Nil occidental, donc plusieurs maladies, Zika, et maintenant coronavirus. Donc, les scientifiques et les spécialistes du programme des Nations Unies pour l'environnement ont rassemblé les dernières données scientifiques sur le coronavirus, bien sûr l'origine de l'épidémie et sa voie de transmission reste encore à approfondir. Donc, on n'a pas des preuves qui sont fermes, mais il est important de savoir que les facteurs de l'émergence de ces zoonoses sont les changements de l'environnement, entre autres. Il y a un lien direct. Pour faire face à la pandémie donc, de coronavirus, il faut se protéger contre les futures menaces mondiales, une gestion saine des déchets médicaux, les chimiques, les déchets dangereux, et aussi protéger la biodiversité. Et donc, il y a un engagement clair à reconstruire au mieux, créer des emplois pour faciliter la transition de l'économie neutre, c'est-à-dire économie sans carbone et qui n'a pas un grand impact sur l'environnement. Cette donc, journée de biodiversité, c'était l'occasion pour mettre l'accent sur les différents problèmes et les différentes préoccupations de l'appauvrissement continu de la diversité biologique dans le monde. Alors, avant de passer à ce slide, en parlant d'Ebola, vous vous rappelez bien qu'à un certain moment, face à l'épidémie de virus Ebola, le Maroc s'est montré très précautionneux depuis le début. C'est-à-dire en 2015, on devait organiser la CAN, la Coupe d'Afrique, et les Marocains, ils ont rentré en contact avec l'OMS et donc ils ont vu qu'il faut reporter cette coupe. Il faut faire un report. Donc, ils ont réclamé un report de mois, voire un an. Mais après, la CAF, il n'a pas accepté. Et donc, pour vous dire que le Maroc, heureusement qu'on a fait cette démarche, parce qu'à un certain moment, nous, on ne savait pas que ces pandémies ils peuvent se propager de telle façon. Mais voilà, maintenant, on a la preuve, on a coronavirus. Donc, on dit que, heureusement, le Maroc, en 2015, a pris la décision de reporter la Coupe d'Afrique à cause de virus Ebola. Et donc, vous voyez ici dans la photo des rayons qui sont vides. Certains font des stocks de produits de première nécessité, donc tous les rayons presque étaient vides au début de confinement. Pourtant, il n'y avait pas une pénurie, mais voilà, certains ont commencé à faire des stocks, des produits alimentaires, des produits d'hygiène. Et contrairement à d'autres pays, heureusement, alhamdoulilah, le Maroc, le marché était bien approvisionné et à des prix stables, malgré qu'il y avait la fermeture des souks hebdomadaires dans le monde rural et aussi dans les petites villes, a impacté le pouvoir d'achat et aussi pour les citoyens. Et donc, il y avait des restrictions de circulation qui ont eu un impact sur la consommation dans le monde rural. Donc, le confinement a entraîné à un certain moment un gaspillage alimentaire, des denrées alimentaires, parce qu'on a fait un grand stock et après on se trouve, surtout pour les pays européens, après le confinement, pendant le déconfinement, on trouve un stock qu'on a déjà peut-être des produits qui sont périmés, peut-être, sachant que au niveau mondial, le gaspillage alimentaire atteint le 1/3
de tout ce qui est produit. Donc, on parle de plusieurs millions de dollars gaspillés. Bien sûr, le mode de consommation a changé pendant le confinement. Sûrement, il y aura un changement pour les Marocains après le confinement, mais maintenant, on voit que le facteur prix prend et reviendra, ça veut dire numéro un pour de nombreux ménages marocains, en effet, parce qu'on a une crise d'emploi particulière à la hausse des chômages et la perte de travail a un impact direct sur les revenus. On a vu aussi les mesures de confinement. Il y avait une baisse de fréquentation importante des supermarchés, des grandes surfaces. On parle aussi de développement de les drives ou livraisons à domicile. Et donc, les consommateurs ils sont devenus plus vigilants. Déjà, dans le côté budget, les critères d'achat ont changé et maintenant, ils vont changer. On parle aussi d'origine de produits. Les consommations seront aussi produits sanitaires et d'entretien. Il y avait une grande demande pour ces produits. Les produits demandés, donc il y avait pour le stockage la farine, pâte, riz au maquillage. Donc maquillage, ça veut dire on a boudé ces rayons de maquillage, ce n'était pas le moment, mais donc c'était boudé, mais les rayons demandés, c'était la farine, les pâtes, le sucre, le riz, donc et bien sûr tout ce qui est légumes. Donc, est-ce que le confinement est bon pour l'environnement? De plus d'un tiers de l'humanité a comme conséquence directe une baisse massive de la pollution. On a vu ça. De quoi donner des idées aux internautes de faire des images comme celle-là. On peut partir du principe que le ralentissement de l'activité économique et sociale aura un effet bénéfique sur les émissions de gaz à effet de serre. On trouve certainement le dioxyde d'azote, le dioxyde de carbone, le méthane CH4. Donc, prise de conscience généralisée, mais pas assez pour faire la différence après. L'idée de faire respirer la planète pendant plus de 6 semaines reste symbolique et sans effet durable. C'est tout à fait normal. Pendant le confinement, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de circulation, il n'y avait pas d'activité industrielle. Donc, la Terre a eu son congé, donc il a profité d'un repos biologique, mais avec la reprise, bien sûr, ce n'est pas durable. Avec la reprise, on aura les mêmes aspects et on aura même des pics parce que plusieurs pays vont faire l'effort et redoubler l'effort pour produire et pour relever leur économie. Et bien sûr, quand je vois la Terre, je vois l'empreinte environnementale. L'empreinte environnementale, ou l'empreinte écologique, ça veut dire que c'est une estimation qu'on met en se basant sur la surface terrestre nécessaire pour subvenir à ses besoins. Ça veut dire que c'est un outil de mesure de la pression qu'on exerce sur la nature. Plusieurs études ont montré que notre mode de vie nécessite actuellement à la moyenne 1,7 planètes. Ça veut dire que notre planète ne suffit pas, donc il faut presque 2 planètes pour tout le monde pour que notre consommation soit parallèle avec les ressources. On voit à chaque fois donc, des exemples. L'empreinte écologique d'un individu dépend certainement de son mode de vie. Pour un Européen, par exemple, 10 fois un terrain de foot, presque 5 hectares. Donc, il faut 5 hectares pour un Européen pour qu'il vit tranquillement avec son mode de vie. Pour un Marocain, c'est là un terrain ou 2 terrains de foot, voilà, il va vivre tranquillement. Donc, ça dépend de mode de vie
les Américains plus de 10 à 15 terrains de foot, donc ça veut dire plus de 5 hectares. Voilà. Les effets positifs de confinement, donc on a vu pas mal de photos sur Chine pendant le confinement, le nombre de morts épargnés par l'amélioration de la qualité de l'air. On va parler de la qualité de l'air, et surtout parce qu'il y avait des morts. Chaque année, on a des morts à cause de la pollution. Et en Chine, pendant le confinement, le nombre de morts épargnés par l'amélioration de la qualité de l'air a été supérieur que le nombre de morts dus au coronavirus. Donc, en France aussi, j'ai trouvé quelques exemples. Les indices de pollution de l'air dans les villes ont rarement été aussi bons. Donc, c'est un grand point positif pour l'environnement. On va voir quelques photos des animaux qui remercient le confinement et reviennent dans les villes. On entend de nombreux témoignages de personnes qui voient les animaux revenir en ville. Les autres canaux, par exemple de Venise, ils étaient abandonnés et donc on avait des poissons, on a vu donc des oiseaux, les chants des oiseaux, on les entend chez nous, plus en confiance avec la baisse de transport et des pétants, ces animaux. Donc semblent prendre le contrôle de nos villes. Et donc, est-ce qu'il y en a qui étaient attentifs et avaient l'occasion de les voir, surtout dans des pays où ils ont appliqué le confinement total? Plusieurs photos. Celle-là, c'est en France. Vraiment, on voit que les animaux, ils profitent à fond. Là, concernant la pollution de l'air, et le fléau qui réduit le plus l'espérance de vie dans le monde. En Afrique, en Asie du Sud, les pays à faible revenu, les enfants souffrent tout particulièrement de la pollution de l'air. Mais ce n'est pas le cas ailleurs dans le monde. Le nombre d'années de vie perdues à cause de la pollution de l'air, au total, une moyenne de 233 millions d'années par an. Donc, j'ai mis la source. Et donc, alors que la menace de coronavirus fait trembler le monde, il y avait plusieurs chercheurs qui ont attiré l'attention sur la pollution de l'air, un fléau qu'ils jugent plus impactant que les guerres, que le paludisme, que le sida. Et d'ailleurs, il y avait des rapports qui ont montré ça. Donc, à l'échelle mondiale, le tabagisme est responsable d'une perte d'espérance de vie de 2,2 années en moyenne. Donc, il fait 7 millions de morts chaque année, le tabagisme. Le sida fait presque 1 million de victimes par an. Le paludisme, ce qu'on appelle aussi le malaria, on parle d'une espérance de vie amputée de 0,6 et le nombre de victimes ou de décès, c'est 600 000 par an. Donc, selon plusieurs études réalisées par des chercheurs et surtout une étude par des chercheurs allemands, le fléau qui surpasse tout, c'est la pollution de l'air. Il a raccourci de 3 ans en moyenne l'espérance de vie. Donc, on avait avec tous les fléaux, tous les problèmes, on ne dépasse pas les 2,2 pour le tabagisme. Et ben, pour la pollution atmosphérique et la pollution de l'air, elle dépasse 3 ans. Donc, on perd 3 ans dans l'espérance de vie. Et donc, ces chiffres montrent la perte d'espérance, la perte d'espérance de vie, la pollution de l'air dépasse tous les fléaux, le paludisme, il dépasse l'alcool, la drogue. Donc, étant donné que l'impact de la pollution sur la santé publique est beaucoup plus important que prévu. Et donc, on le voit maintenant avec cette crise sanitaire parce qu'il y avait des recherches aussi sur le lien entre le nombre de morts et la pollution dans les grandes agglomérations. Il y avait des études qui étaient menées dans des grandes villes, Madrid, Paris, New York, le nord de l'Italie. Et donc, ce sont des grandes zones industrielles. Et il y avait beaucoup de pollution. Et donc, il y avait des études. La Chine, Wuhan, qui est une grande aussi zone industrielle, il y avait un lien. Certes, il faut faire des études très approfondies, mais il y a un lien
liées à l'activité humaine, liées à la consommation d'énergie, à l'émission des polluants primaires, la transformation et dilution, transport dans l'environnement, niveau de polluants dans l'air, l'exposition à la pollution de l'air. Donc, on parle de la mort prématurée de 7 millions de personnes dans le monde, dont 600 000 en Europe, et plus de, les chiffres en France, plus de 50 000 en France, selon l'OMS, selon le ministère de l'Environnement et l'Agence européenne. Donc, l'ampleur de cette pollution est telle plus que presque 90% des humains sont exposés à une qualité de l'air qui n'est pas satisfaisante pour la santé. Les habitants de Casablanca, les habitants de Rabat, les habitants des grandes villes au Maroc, ils vont comprendre ce que je dis parce que sur 3 personnes, on a une personne allergique à la pollution. Donc les pics de pollution sont toujours donc, là et la pollution atmosphérique s'est aggravée. Et donc, les, on a plusieurs, on va avoir des articles, on a plusieurs constituants, NO2, dioxyde d'azote. Les photos de satellites, ils ont relevé la différence. Mais on a aussi les particules, surtout au Maroc. Au Maroc, on a ces particules fines, PM10, inférieures à 10 micromètres, qui sont dues à la poussière de compositions diverses. Donc, quand on fait la combustion de bois, quand on fait la combustion de fuel, de l'industrie, le moteur, surtout le moteur diesel en ville, est favorisé par des conditions anticycloniques. Et donc, quand on a aussi des nuits froides suivies des journées bien plus chaudes, donc là, on voit le pic de la pollution. Le niveau d'alerte est déclenché à partir d'une concentration pour les PM10, donc les particules matter aux particules fines qui ont le diamètre inférieur à 10 micromètres, donc à 80 microgrammes par mètre cube. On parle de 80 microgrammes par mètre cube. Depuis le début de l'ère industrielle, le ciel n'a été d'un bleu aussi que pendant le confinement. Ici à Casa, on l'a remarqué. Et bien sûr, on a entendu même les chants des oiseaux. C'est rare qu'on entendait de la pollution sonore, les klaxons. La chute drastique des activités humaines a entraîné certainement une baisse de la pollution à l'échelle mondiale. Donc, des études ont parlé de 40% de dioxyde d'azote en moins, mais ce n'est pas durable. C'est pendant le confinement. Pendant le confinement, là, on voit une photo par le satellite de NASA. Et donc, on voit, c'est la Chine, donc pendant le confinement. Et donc, la photo qui est à gauche, on voit pendant l'année dernière, la même période l'année dernière, et cette année, pendant le confinement à droite, on voit que ces nuages de CO2, de NO2, ne sont plus là, sachant que la pollution, quand on parle déjà d'une pollution atmosphérique, ça veut dire présence indésirable des impuretés, des choses qui sont anormales, de la proportion certains constituants de l'atmosphère, ça veut dire ce sont des parasites. Quand je parle de l'atmosphère, bien sûr, on sait que les gaz principaux, on a l'azote, presque 78%, on a l'oxygène, presque 20%. Aussi, on a quelques traces, l'argon et on a l'anhydre carbone, le CO2, 0,030 des gaz traces. Mais les principaux polluants de l'air, on trouve les particules fines, également les PM, on les appelle les PM. On trouve l'ozone, O3, le dioxyde d'azote, et les oxydes aussi d'azote, dioxyde de soufre, le benzène, l'ammoniac. L'ammoniac, on le trouve dans les eaux usées. Donc, parmi les avantages aussi de cette crise, cette pandémie, on a l'accès maintenant gratuitement à Science Direct. Science Direct qui est un site, un moteur de recherche et un serveur pour tous les articles scientifiques.
Normalement, on paye. Maintenant, avec cette crise, on a le droit et on a l'accès gratuitement, ce qui m'a permis de faire une petite recherche et de trouver des articles qui parlent de ces pollutions et des témoignages. Donc, par exemple, on a cet article qui parle de la pollution et l'impact en Chine. Et donc, il y avait des études de cas qui évaluent de manière globale la dynamique de la COVID-19 sur l'environnement. Les résultats de l'analyse indiquent que l'épidémie de COVID, j'ai vu dans les informations, on a fait pas mal d'erreurs. On parle toujours le Covid, alors que l'Académie de sciences, par exemple, française, et pour la francophonie, elle a dit non, c'est faux. Il faut dire la Covid. Donc, c'est pour cela que je m'habitue à prononcer la COVID-19. Et donc, la qualité de l'air de la Chine, à court terme, il y avait une nette baisse des polluants, une réduction des émissions de carbone aussi à l'échelle de Wuhan, où il y avait un confinement total. À long terme, rien n'indique que cette amélioration se poursuivra. C'est ce qui a recommandé ou c'est ce qui a conclu cet article scientifique. La chaîne lève complètement, quand elle lève complètement le confinement, donc on voit la reprise des activités industrielles, bien sûr l'effet de serre, les gaz à effet de serre, et surtout CO2, NOx et le méthane, sont susceptibles de dépasser le niveau avant la crise. De plus, le Covid-19 réduit considérablement la concentration de NO2, et donc ça, c'est avec des photos satellites, mais aussi avec des analyses. Et le déclin initialement produit près de Wuhan, c'est finalement presque généralisé sur tout le pays. Le phénomène montre que la baisse des activités économiques, donc ça, c'est une réalité, et les restrictions de circulation entraînent directement des changements de la consommation d'énergie et bien sûr des effets bénéfiques sur l'environnement. Et les résultats de cette étude confirment le fait que les mesures de quarantaine strictes et le confinement peuvent non seulement protéger le public de COVID-19, mais aussi exercer également un impact positif sur l'environnement. Et des résultats étaient fournis dans le rapport et étaient aussi fournis pour d'autres pays. Là, une photo satellite aussi de l'Agence spatiale européenne, on voit la France, on voit Paris, qui est un foyer de COVID-19, mais aussi un foyer de pollution atmosphérique. Et donc, aussi Lyon, qui est une grande zone industrielle. Donc, on voit une amélioration nette et une baisse de la pollution. Voilà. Donc là, un autre article qui fait le lien entre la pollution, donc Half Forward, environnemental pollution était réduit à 30% parce que la mobilité a été réduite à 90%. Donc ça, c'est un article fait par des Chinois. Donc des quantités NO2 qui ont chuté, pas beaucoup d'effets sur les autres particules fines, qui sont les plus dangereux. Toujours, je parle de PM, 2,5, moins de 2,5 micromètres de diamètre. Pas que les voitures qui sont responsables, bien sûr, d'autres sources de pollution. On a le chauffage, par exemple, la combustion des bois. Il y a aussi des conditions naturelles, le sable saharien, le sel, pardon, de mer, mais surtout l'ammoniac, comme je l'ai précisé, qui vient des épandages agricoles et de la pollution due aux eaux usées. Donc, la pollution aux particules fines est anormalement haute à cause notamment de la météo aussi, hein, quand on a des vents, et aussi quand on fait le jardinage ou l'agriculture. Donc là, c'était un article sur la relation entre une courte exposition à la pollution de l'air et aussi l'infection. Et donc, Positive Association offre les fameuses particules 2,5, 10 et aussi CO2, les NO2, avec le Covid
avec la COVID-19. Aussi, SO2, dans l'article, on n'a pas trouvé qu'il y a un lien direct, c'est pas positif. Mais voilà, donc il faut approfondir les études. Mais déjà, l'article il nous donne une idée précise sur le lien positif entre la pollution de l'air, ça veut dire les gens qui étaient affectés, bien sûr, ils étaient allergiques, ils avaient des maladies chroniques, mais aussi parce que cette pollution atmosphérique est là, et donc ces gens, ils étaient exposés à cette pollution atmosphérique, et à un certain moment, ils ont développé des maladies chroniques, et bien sûr, il y avait la COVID-19, donc c'était des proies faciles, et il y avait un nombre qui est non, euh, un nombre très élevé des morts à cause de la COVID-19. Donc là aussi, il y avait un lien entre, j'ai trouvé un article sur le lien entre l'influence de la météorologie et la pollution. Et donc, ça veut dire même, parce qu'on a vu les Américains, ils disent que le virus, il ne résiste pas à une certaine température, comme quoi pendant l'été, on aura une baisse parce que les conditions, les paramètres météorologiques, certes, ils sont cruciaux et donc ils affectent les maladies infectieuses. Il y avait des études qui parlent de la corrélation entre les conditions météorologiques et la maladie de coronavirus, en considérant par exemple, là il y avait un article, voilà, donc ça c'était en considérant 9 villes en Turquie, et donc à cet égard, la température, le vent, l'humidité, la vitesse de vent sont considérés comme des paramètres météorologiques donc à prendre en compte. Et donc, ce document a donné, il indique la période d'incubation entre 19, donc entre 1 et 14, et parfois jusqu'à 19, jusqu'aux 19 jours. Par conséquent, les effets de chaque paramètre étaient examinés. De plus, la population était incluse comme paramètre efficace aussi. Donc, ça veut dire est-ce qu'ils sont sains, sauf ils développent, ils ont des maladies chroniques. Donc, les résultats ont montré qu'il y a une corrélation entre les facteurs ou les conditions météorologiques et la population. À chaque fois, on lit ces articles, on trouve que voilà, et ils mettent une remarque, ils notent bien que voilà, ce sont des articles qui sont publiés vite fait parce que face à la crise, il fallait faire des publications pour aider les décideurs à prendre des décisions. Et donc, ils demandent toujours, ils recommandent de mener des enquêtes, de mener des études qui sont à long terme pour confirmer ces résultats qui sont, euh, qui sont déjà là. Donc là, j'ai zappé, voilà. Donc là, il y avait aussi une étude américaine, comme j'ai dit, qui parle de le lien entre le climat et la Covid à New York. Et donc, il parle de conditions de résistance et comme quoi il y aura une baisse de cette pandémie à cause de la chaleur ou grâce à la chaleur. Voilà. Donc là, c'était une autre étude qui parle de la propagation. En Iran, ils ont pris un hôpital, et donc là, ils trouvent que our result indicated donc que les échantillons étaient négatifs. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une propagation au-delà de 2 mètres. Donc, ils ont pris des échantillons dans l'air, hein, à côté des lits, et donc au-delà de 2 mètres, et surtout dans la plupart des cas, et des échantillons, si vous voulez. Donc là, je vous laisse les titres des articles, mais moi, je les ai téléchargés. Si vous aurez besoin, après, je peux envoyer à Madame Loisani, et comme ça, vous pouvez consulter ces articles, ou vous pouvez directement aller sur Google et mettez Sciences Directes. Et Sciences Directes, vous trouvez une mention que voilà, vous avez l'accès aux articles liés au Covid-19. Donc là, il y avait aussi une étude au niveau de l'Allemagne
qui fait le lien entre le dioxyde d'azote et aussi le coronavirus ou la pollution liée par coronavirus. Donc là aussi, un autre article qui parle de ces conditions ou cette pollution atmosphérique avec le SARS-CoV-2, c'est COVID-19. Donc, c'est la même chose. Et donc, une grande famille de virus provoquant un spectre des maladies allant de rhume commun aux maladies plus graves, comme par exemple le MERS ou comme le SARS. Il y avait des articles sur la flambée de maladies de coronavirus donc, et la propagation pendant cette période, et aussi le mode de transmission des gouttelettes ou un contact direct, et aussi la relation avec les conditions climatiques et les conditions climatiques et cette crise sanitaire. Là, donc, voilà, ça, je l'ai trouvé hier soir, cet article qui vient de sortir, parce que j'ai vu qu'il y avait une circulaire du ministère de l'Intérieur qui parle de l'interdiction de toute utilisation non réglementaire des eaux usées, parce qu'on a trouvé de restes de génome de COVID-19 dans les eaux usées. Et donc, et là, il y avait des études aux Pays-Bas, des études allemandes, des études comme celle-là, donc qui ont fait directement en Italie, au Cameroun, donc qui ont fait le lien direct donc, entre les eaux usées et le Covid, donc éventuel dans les eaux usées versées dans ici au Maroc, dans les rivières, dans les oueds. Je prends pas mal de villes sur Oued Mrabia. On trouve presque, il y a des villes, on a des villes, on a des rejets, presque 17 rejets directement dans l'oued. C'est vrai, ça nous donne l'idée. Cet article hier, j'ai pensé même, peut-être ça sera un moyen pour vérifier vraiment les tests qu'on fait. Quand on parle d'une ville où on n'a pas de coronavirus ou de Covid-19, il faut faire des analyses des eaux usées. Si on trouve le reste des génomes de ces virus, ça veut dire que peut-être on n'a pas fait le test pour tout le monde. Peut-être il y avait des porteurs sains. Et là, on parle pour cette crise, on parle de 80% des porteurs sont presque sains. Et donc, on ne voit pas des symptômes. On ne développe pas des symptômes. Et donc, peut-être ça sera un moyen de vérification ou un moyen de dire que voilà, on peut remonter. Donc, on fait l'inverse. On remonte des rejets vers la détection de la maladie. Et pour dire après que voilà, vraiment, la ville de Bjad ou la ville de Frid Salh, il y avait quelques cas. La ville de Khnifra, il y avait quelques cas. La ville de Qsbetad, là, on n'a pas trouvé de cas, mais il faut faire des analyses. Et après, voir vraiment est-ce que les rejets directs portent ces génomes de coronavirus. Donc, c'est pour cela qu'il y avait l'interdiction de toute utilisation non réglementaire des eaux usées. Et le ministère de l'Intérieur donc, vient d'interdire, j'ai vu la lettre, donc ce n'est pas la peine de faire la réutilisation des eaux usées. On sait que le Maroc a développé cette pratique de réutilisation des eaux usées. Je parle de Marrakech. Marrakech, on a presque 4 golfs qui sont arrosés par les eaux usées. C'est bien, c'est bien. Et là, quand je parle de l'interdiction d'utilisation non réglementaire, quand on parle d'une station d'épuration qui respecte les étapes, ça veut dire qu'on trouve un traitement primaire pour empêcher tout ce qui est encombrant et tout ce qui est pollution, déchets, de passer. Après, on trouve un traitement secondaire où il y a un traitement chimique ou un traitement biologique. Et après, on trouve une troisième série de traitements qui parlent de
de désinfection. Et là, c'est la désinfection, ça veut dire soit par O3 à l'ozone, soit par les rayons UV, soit par le chlore. Et bien sûr, on va être réglementaire. Mais malheureusement, on a des pratiques, on trouve, il y en a pas mal qui utilisent les eaux usées brutes pour leur prairies, leur champs. Et donc, c'est là où il y a le danger. Pas que pour la COVID-19, mais pour les bactéries, pour tout type de parasites, des spores, des micro-organismes qui sont nocifs. Donc, confinement et facture d'électricité. Donc là, on l'a repris. Vraiment qu'il y avait une hausse de la facture d'électricité. Pourquoi? Parce que déjà, les agents n'ont pas fait le relevage. Ça veut dire qu'il y avait des estimations, mais aussi parce qu'il y avait une grosse demande. On a fait. Donc, les mesures de confinement ont conduit à une baisse de la production d'électricité venant du charbon de 40%. Ça, c'est le centre de recherche, le CREA de l'énergie de l'air, qui a parlé de chiffres de 40%. La baisse importante de la pollution dans l'air provoquée par les mesures de confinement, et là, devrait permettre d'épargner 11 000 vies en Europe, selon plusieurs études. Si la consommation générale d'électricité est en baisse, baisse d'activité des entreprises, la consommation chez les particuliers est au contraire en hausse. La fermeture des activités industrielles, bien sûr, on a fait des économies. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une demande de l'électricité pour le secteur de l'industrie et pour le secteur aussi des hôtels et tout ce qui est commerce et autres. Mais il y a une hausse de demande pour l'électricité ménager. Et donc là, on a trouvé que vraiment, on a commencé à faire des activités, le télétravail, on regardait la télé, on fait beaucoup d'activités qui sont liées, même la cuisine. On avait le temps, et donc c'était le cas pour. On n'a plus le choix d'aller au restaurant, donc il fallait cuisiner, il fallait tester des recettes, et donc la plupart des recettes sont basées sur des appareils électroménagers qui consomment de l'électricité. Donc, l'étude aussi de CRIA, elle parle de mort évitée. L'Allemagne a évité une projection de 283 décès évités. Donc, le Royaume-Uni 1752, l'Italie 1490, la France 1230. Donc, les décès qui étaient à cause de cette pollution. Donc, l'amélioration de la qualité de l'air, éviter d'autres impacts sanitaires, notamment 6000 nouveaux cas d'asthme chez les enfants, 1900 passages aux urgences, 3 ans d'espérance de vie, donc on l'a vu dans la publication. La pollution de l'air dans le monde provoque 8,8 millions de décès prématurés chaque année, selon une étude publiée donc récemment. L'Organisation mondiale de la santé estime les morts prématurées à 4,2 millions. Donc, on a vu pas mal d'impacts positifs. Aussi l'impact positif sur la sécurité routière. Donc là, c'était un article que j'ai trouvé dans le journal économiste. J'ai vérifié les chiffres auprès de la Direction générale de la Sûreté nationale et aussi les autoroutes du Maroc. Donc, baisse d'accidents vasculaires affiche une forte baisse aussi liée au moindre usage des voitures de diesel. En diminuant le trafic routier, le confinement a probablement sauvé beaucoup de vies. Et selon la générale de la Sûreté nationale, une forte baisse d'accidents de la circulation dans le périmètre urbain entre le 20 mars et le 12 avril. Donc, ils sont passés de 4616 à 942. Et pour ce qui est des morts
enregistré donc, une baisse de 65%, passant de 58 morts durant la même période en 2019 à 20 morts en 2020. Pour la même période, peut-être des gens qui n'ont pas respecté le confinement ou des gens qui étaient autorisés, mais de toute façon, on a vu que grâce au confinement, on a sauvé des vies et on a sauvé aussi le système sanitaire parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'accidents vasculaires, beaucoup de, de, de visites aux hôpitaux, heureusement d'ailleurs. L'autoroute du Maroc a également constaté une baisse de 68% de nombre d'accidents sur son réseau, et ce entre la période de 20 mars dernier et 2 avril. L'évolution du trafic est elle-même en baisse drastique pour les véhicules légers. Donc certes, ils perdent de l'argent. On n'a pas beaucoup de passagers donc, pour utiliser l'autoroute, mais autrement, quand on sauve de vie et quand on ne sollicite pas les hôpitaux et quand on fait attention à notre sécurité. Donc là, la pollution numérique, alors là, je ne sais pas ce que vous le saviez, mais l'utilisation de portables, l'utilisation de pas mal d'appareils numériques, il a un impact négatif sur la santé, mais aussi sur l'environnement. Et là, je parle de cycle de vie, l'analyse de cycle de vie. Ça veut dire, on prend un produit depuis sa création, depuis sa conception, jusqu'à la fin de l'utilisation, ça veut dire quand il devient un déchet. Et donc, bien sûr, on aura besoin des matières premières, l'extraction de matières premières, on a besoin des énergies, on a besoin d'un effort, on a besoin de la force, on a besoin de l'argent pour investir. Donc tout ça, équivalent d'un coût de pollution, de carbone. Combien de temps de carbone après? Quand on a la matière première, le transport de cette matière première pour la fabrication d'un produit, donc le transport, il a des impacts. D'ailleurs, le secteur de transport est passé parmi le deuxième, 13 ou 14%. La contribution à l'effet de serre. Donc les gaz à effet de serre émanés par le transport, c'est presque 14%. 14%. Donc après la fabrication, donc le transport aussi pour la livraison, pour la commercialisation et pour que le produit, on le voit dans les grandes surfaces. Et bien sûr, dans les grandes surfaces, on utilise de l'énergie. Une énergie équivalente à des barils de fuel, la combustion, des centrales électriques et bien sûr de la pollution de CO2 et de NOx, de CH4, des particules fines, toute étape ou tout processus est là d'équivalent ou ce qu'on appelle le bilan carbone. Donc, il a un bilan carbone. Et après l'utilisation. Et donc, l'utilisation, on a un produit comme un. Pour trouver cette photo qui est une photo pertinente. Et bien sûr, on utilise le téléphone. Ces téléphones, il faut se balader toujours avec le chargeur. Avant, on ne fait pas attention. Maintenant, on sort pour faire des courses. On a le fil avec nous parce qu'on sait que ça ne va pas tenir parce on l'utilise beaucoup. Et donc, bien sûr, c'est la consommation de l'énergie. Il n'y a pas que le téléphone, il y a pas mal d'équipements. On parle de 34 milliards d'équipements numériques. Téléphone, ordinateur, objets connectés, les tablettes. Si je vous pose la question, on trouve que la plupart ils ont des téléphones, tablettes, ordinateurs. Après, dans la maison, on trouve même des jeux numériques. Donc, il y en a qui ont maintenant des montres connectées. Donc, je ne vois pas l'intérêt pour voir l'heure. Je vais utiliser une montre qui est connectée à mon portable. Donc, on parle de 34 milliards d'équipements dans le monde pour seulement 4,1 milliards d'utilisateurs, soit 8 équipements par personne en moyenne. Donc ça, c'est un rapport ou des chiffres donnés par Greenwich.
publié en septembre dernier, on parle qu'on est suréquipé et que une communauté engagée en faveur de la sobriété numérique, on garde la croissance de taux d'équipement. Donc, il faut revoir. Il faut revoir nos besoins. Est-ce que vraiment j'ai besoin de cette montre connectée, si je peux lire l'heure directement sur le smartphone? Est-ce que j'ai besoin d'acheter un ordinateur à la maison si j'ai déjà une tablette? Et parmi les autres petits gestes de quotidien, donc là, on va parler des éco-gestes après. On a les box d'Internet, on a pas mal d'appareils. Donc, l'utilisation massive des espaces de stockage aussi. Parce que les espaces de stockage, nous, on a des disques durs, mais quand on utilise des moteurs de recherche, bien sûr, ils ont des espaces de stockage, des serveurs, et ces serveurs, ils sont aux États-Unis, ils sont maintenant en Finlande. Donc, on a des grandes zones de stockage, et bien sûr, une grande consommation d'électricité pour l'aération, pour la clim, pour l'entretien, et un coût qui est très élevé. Donc, les revers de confinement sur l'environnement, un aspect négatif de confinement. En revanche, son impact sur notre consommation d'écran, ça veut dire tous connectés pour travailler, étudier ou passer le temps, hein, regarder la télé, regarder des films. Le trafic Internet a augmenté, donc de 70% en Italie et 50% en France pendant le confinement. Un trafic qui pèse sur l'environnement. Des vidéos en ligne représentent en temps normal l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Regardez, vous regardez une vidéo, et bien sûr, cette vidéo est là. 1%, il participe 1% des gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que le fait de télécharger cette vidéo streaming et la regarder directement, ça consomme de l'énergie, de Internet, et on a recours, la phase finale, c'est l'espace de stockage, et donc les disques durs au niveau des serveurs, donc, qui coûtent au niveau recette énergie, qui coûtent beaucoup. Les achats en ligne explosent aussi. Un impact non négligeable sur les transports, les emballages, et un effet délétère sur les conditions de travail des employés de plateformes. Donc, quel impact du confinement sur notre consommation de déchets? Alors là, on va voir des exemples, mais avant d'oublier, la pollution numérique, elle est liée à l'utilisation, comme j'ai dit, de 10 000 équipements, presque, pour chaque personne. Notre consommation d'eau a-t-il changé? Bien sûr, on a eu recours à utiliser beaucoup d'eau. C'est la même chose comme l'électricité. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé, on fait beaucoup de ménage, beaucoup des mesures d'hygiène. Il faut laver les mains, il faut prendre des douches, il faut augmenter les mesures de précaution, de prévention d'hygiène. Donc, il y avait vraiment une nette donc au niveau de la facture, on a vu qu'il y avait une augmentation en dirhams par rapport à la consommation. Par contre, la consommation au niveau industriel, les industries consomment beaucoup d'eau, et surtout les eaux directement prélevées de la nappe phréatique. Heureusement pour le confinement, heureusement pour cette période de confinement, on n'avait pas recours à cette consommation d'eau. Donc la consommation, grande variation selon le mode de confinement. Donc il y avait une diminution de l'eau utilisée par les industriels. Et d'ailleurs, c'est la meilleure économie. Pour faire une économie d'eau, c'est de ne pas consommer. Pour faire une économie d'électricité, il ne faut pas consommer. Par contre, une hausse de consommation des eaux ménagères, la production de déchets, donc un peu moins de déchets, un petit peu plus d'emballage, plus de restaurants, parce que
on n'a plus de restaurants, plus de tourisme, les hôtels et tout ça. Donc, c'est pour cela la quantité produite, elle a baissé. Aussi, la composition. On a vu que maintenant, on a des déchets hospitaliers à la maison, les masques, les gants. Le Covid-19 est en train d'amener des déchets supplémentaires. Ici au Maroc, on a la loi 2800. Cette loi 2800, c'est la loi qui gère tout ce qui est déchets et décharges. Et bien sûr, au Maroc, on a le service de gestion, on a la collecte par des camions, après le transport, après la mise en place dans les décharges. Et la mise en place dans des décharges, on a deux types de décharges. On a type sauvage, des décharges qui ne respectent pas l'environnement, des décharges qui sont sauvages. Ça veut dire sauvage, on ne contrôle même pas ce qui entre et ce qui sort. On ne sait pas ce qui se passe dedans. Et soi-disant, on a des centres de stockage contrôlés. Maintenant, on les appelle des centres de stockage et de valorisation. Mais, ça veut dire on contrôle ce qui entre, on pèse ce qui entre, on sait, on voit déjà ce qui entre, on a des caméras. Mais après, ce qui compte, c'est le mode d'exploitation. Si, par exemple, on reçoit des déchets, comme ces déchets, on les enfouit directement, il faut oublier qu'on a des sont de la collecte de ces déchets. Je me rappelle bien, je fais des enquêtes en 94. En 94, on a trouvé, par exemple, dans des villes comme Bimlel, des gens qui vivent de la collecte, parce qu'il y avait des collecteurs sur la décharge, ce qu'on appelle, nous, le Mekhala, en arabe, les trieurs. D'ailleurs, Mekhala, c'est pas une insulte, au contraire, c'est un compliment, Mekhala, parce que c'est des gens qui ont un métier qui te mérite, ça veut dire, ils regardent bien ce qu'ils ont et ils font la caractérisation. Ils voient le sac de plastique, ils voient dedans qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, il y a cette catégorie, il y a les collecteurs intermédiaires et après les collecteurs grossistes. Moi, j'ai pris l'exemple d'un intermédiaire, ça veut dire le mec qu'on trouve dans la ville, il a une place où il a son commerce, donc un hangar ou un aire de stockage, et donc il achète chez ces récupérateurs dans la décharge, et après il vend aux grossistes. Figurez-vous, en 94, il gagne presque 6 000 dirhams par semaine. Ça veut dire l'argent. On a de l'argent dans les déchets. Mais voilà, ça c'est parmi les recommandations, parce que maintenant on voit des spots dans les médias sur comment il faut gérer les déchets hospitaliers. Mais il n'y a pas que ces déchets hospitaliers, il n'y a pas que les gants, il n'y a pas que les masques, il y a des déchets organiques hospitaliers, des masques, des gants contaminés et en contact direct avec les déchets organiques. Bien sûr, ces déchets organiques ils seront contaminés. Et donc, on voit beaucoup de types de déchets recyclables, le recyclage. Et donc, il faut aussi repenser comment on va gérer. D'ailleurs, au Maroc, alhamdoulilah, on a le recyclage depuis longtemps. Jusqu'à maintenant, on trouve des gens qui font toujours des récupérateurs ambulants qui passent dans les rues et qui font l'échange. L'échange, ça veut dire vous avez un poste radio qui est déjà non fonctionnel, vous voulez le jeter, donc vous le donnez à ce monsieur vous donne un verre ou une assiette. On fait toujours le recyclage du pain, donc on ne voit jamais le pain jeté dans les rues. On fait pas mal de choses, mais il faut développer ce secteur parce qu'on n'est même pas à 10 au niveau national. Et donc, bien sûr, il faut faire une caractérisation, une très bonne caractérisation, et après, il faut orienter le choix vers le type de valorisation. Avant de passer aux éco-gestes, tant que je parle de déchets, on a presque 20 filières de valorisation de déchets. Au Maroc, qu'est-ce qu'on trouve? Le recyclage
donc comme je l'ai dit, pas auto-souhaitable, mais on trouve les décharges. Donc on n'a pas de compostage, quelques expériences. Le compostage, ça veut dire la transformation de cette matière organique à une matière donc fertilisante. Et donc on trouve pas on trouve pas une très bonne valorisation. Et malheureusement, quand j'ai évoqué le cycle de vie, donc le cycle de vie de nos produits, donc du berceau, la tombe c'est la décharge, c'est l'enfouissement d'ailleurs, presque c'est la même chose. Tombe ou enfouissement, ça veut dire on enfouit les déchets, et ça veut dire on ne donne pas une seconde vie à ces déchets, malheureusement, pour les déchets qui ont une valeur recyclable. Donc les éco-gestes pour sauver la planète, pourquoi je parle des éco-gestes? Parce que j'ai commencé par les effets positifs, il y avait des effets négatifs aussi, mais pour les effets positifs, c'était à court terme, les effets positifs, pendant le confinement. Mais les effets négatifs, on va les voir. Et d'ailleurs, on va revenir aux effets négatifs, et les impacts négatifs. Et donc là, c'est notre responsabilité pour faire des éco-gestes pour l'économie d'eau, pour l'économie d'électricité, pour pas mal de secteurs. Donc là, on voit la répartition de consommation d'eau potable, par exemple. Ça, c'est l'exemple français. Je n'ai pas trouvé pour le Maroc. Tout ce que je sais, quand on fait l'estimation ici au Maroc, on sait que 80 litres par jour, donc on fait la dotation. Mais après, comment c'est réparti? En France, on trouve que 39% pour les bains et les douches. D'ailleurs, si vous prenez une douche de 5 minutes, on peut consommer, je ne sais pas, de 20 litres à 100 litres, mais si vous prenez comme un hammam, donc là, il faut compter 20 douches presque de 100 litres. 20% pour les WC, 12% pour le linge, 10% pour la vaisselle, 6% pour la préparation de la nourriture. Les âges domestiques divers, c'est 6%, 1% pour le potable. Donc, presque 80% de l'eau que nous utilisons, il va directement à l'hygiène et au nettoyage. Et 7% à notre alimentation. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des économies de l'eau dans les salles de bain, par exemple. Quand on prend une douche, il faut installer des mousseurs qui limitent le débit, par exemple, du robinet. On a 6 litres par minute pour un évier, on a presque 4 à 4,5 et pour un lave-main 2 litres par minute. Donc, d'où l'intérêt d'installer ces métisseurs. Donc, après, je vois par exemple, quand on utilise des mitigeurs thermostatiques, on fait l'affaire. Il faut aussi remplacer les robinets et choisir des robinets qui maîtrisent le débit. On parle aussi, donc dans la photo, je limite la durée de ma douche, je ne laisse pas couler l'eau, hein, serre-moi fort. C'est symbolique, mais voilà, il faut faire attention. Pour les enfants, j'adopte les volumes de bain à leur morphologie. Donc, plusieurs gestes qu'on peut faire et que sont les fuites. Les fuites, c'est quand on fait de l'attention aux fuites, donc il faut régulièrement regarder si on a des fuites ou on n'a pas des fuites. Il faut faire les réparations nécessaires. Pendant le confinement, on avait le temps. Il faut faire le point et regarder, et faire des contrôles, voir le changement de système. Est-ce qu'il est ancien ou pas ancien? Une fuite peut coûter très cher, hein, si on ne s'occupe pas. Et donc, on peut trouver que, par exemple, une fuite non réparée représente 3 litres par heure. À 3 litres par heure, au moins 500 dirhams par, je ne sais pas, c'est par an, c'est par an, par semestre, c'est par semestre. Donc, quand même, c'est pas négligeable. Et là, pour vérifier, donc on a des méthodes. Par exemple, on ajoute des colorants alimentaires dans le réservoir et après on voit si on a des fuites.
Donc, pour les chasses d'eau aussi. Les chasses d'eau, il faut faire attention, remplacer le réservoir classique par une chasse d'eau à double bouton. Donc, on a maintenant pour 6 litres ou pour 3 litres. En moyenne, 9 à 10 litres d'eau sont évacués à chaque chasse d'eau. Pendant le confinement, vous avez un passage, 4 passages allés par personne, et s'il y a 10 personnes, s'il y a 5 personnes, s'il y a 6 personnes, donc déjà qu'une personne, euh, donc presque 36 litres, donc il faut multiplier par le nombre de personnes, donc une grande quantité versée directement dans les chasses d'eau. On peut faire des économies si on fait le double, donc on peut économiser de 45 à 60% par an. Ça veut dire au niveau de chiffres, je crois c'est 5 mètres cubes. Donc, plusieurs gestes économiques. Là, j'ai choisi cette photo parce qu'il y en a plusieurs qui nous posent la question, est-ce que vraiment on peut boire l'eau de robinet? Bien sûr, on peut boire l'eau de robinet parce qu'elle respecte la norme. Et donc, la norme nationale et aussi la norme OMS. Et je ne vois pas l'intérêt. Si on a l'habitude de boire, c'est question d'habitude aussi. Mais il ne faut pas tout le temps acheter ces eaux de commerce parce que déjà, c'est cher. Et aussi, on a une production de déchets. Et ces productions de déchets, donc, les déchets d'emballage, ils sont très fréquents et que constituent maintenant presque troisième catégorie de notre poubelle. Quand on fait la caractérisation, si vous aurez le temps, il faut voir sur Internet, il y a une discipline qui s'appelle la radiologie. Et donc, la radiologie, c'est la science de poubelle. Il faut voir même avec le lien social, le lien écologique. Je me rappelle bien, on a fait des enquêtes en Afrique pour la collecte et pour la pré-collecte de déchets. Et donc, bien sûr, on trouve toute catégorie de déchets dans la poubelle. Mais moi, ce qui m'a attiré mon attention dans des quartiers de Yaoundé au Cameroun, c'est qu'on ne trouve pas, je n'ai pas trouvé les poubelles. Les poubelles n'étaient pas devant les portes. Donc, dans un cas, c'était remarquable. J'ai posé la question, est-ce que vous n'avez pas de déchets? Donc, la personne m'a dit, non, non, c'est pas question, on n'a pas de déchets, mais on fait sortir les déchets quand on a la pré-collecte ou quand on a la collecte. On sait bien l'heure. Mais je lui dis, est-ce que vous vous réveillez? Donc, vous ne loupez pas le rendez-vous. Il m'a dit, on a intérêt. Parce que quand on laisse les déchets devant la porte, eh bien, figurez-vous que c'est un moyen pour connaître votre mode de vie et votre moyen moyen financier, votre couche sociale. Donc, il y avait pas mal de vols ciblés. Donc, on passe, on regarde la poubelle. Quand on voit, par exemple, au Cameroun, les légumes, c'était pas fréquent. Donc, quand on voit les légumes, les tomates, parce qu'ils ont des fruits trop, donc, comme l'ananas, comme banane, l'avocat et tout ça, ça, c'est pas cher. Mais quand on voit, par exemple, les légumes, le lait, les yaourts, et voilà, donc on estime que voilà, vous avez de l'argent et bien sûr, vous êtes ciblé, donc il ne faut pas montrer. Et d'ailleurs, on a un proverbe marocain, nous, je ne me rappelle pas, mais de toute façon, montre-moi ce que vous faites, ou, je peux vous dire qui êtes-vous, mais montrez-moi votre poubelle, je peux deviner votre mode de vie. Et je pas deviner, mais je peux le garantir même. Donc, pour l'électricité aussi, il faut faire des éco-gestes pour l'électricité. Et donc, utiliser des ampoules économiques d'énergie. Donc là, on voit par exemple, ça, c'est pas pour les ampoules, mais tous les appareils électroménagers, on trouve les niveaux de consommation. Et donc est-ce que c'est A+, c'est un produit vert ou copain de l'environnement? Et après, donc, quand on est à la phase ou la partie rouge, ça veut dire qu'il consomme beaucoup d'énergie. On le trouve pour les maisons, on le trouve pour pas mal de produits. Donc, si vous voulez acheter un bien, donc il faut afficher déjà le niveau de consommation pour l'isolation, pour la clim, pour le chauffage. Donc, et c'est un facteur qui compte maintenant pour les acheteurs et qui peut changer la donne. Donc, il faut faire des investissements, que
qui sont pas chers, mais qui coûtent pas. Qui coûtent un petit peu un investissement. Quand on parle des ampoules économiques, bien sûr, on parle de fluo compact, on parle de LED. C'est vrai, donc on paie plus, mais ça dure longtemps et ça consomme pas beaucoup. Aussi, on parle de, pendant le confinement, on utilise beaucoup d'électricité, on laisse les appareils en veille. Donc, si on utilise une multiprise, il faut utiliser le multiprise avec interrupteur. Donc, on a TV, décodeur, box Internet, les tablettes, l'ordinateur. Donc, les jeux, il faut utiliser un multiprise interrupteur et après, il ne faut pas laisser les appareils en veille. PC, tablette, smartphone et tout ça, donc gare au suréquipement. Il ne faut pas trop suréquiper et il ne faut pas trop équiper tablette ou ordinateur. Donc si on a tablette, ben, il peut faire la peur de l'ordinateur. Donc ce gaspillage laisse une forte empreinte écologique. Les composantes aussi, parce que après l'usage, on voit les déchets. Donc les composantes récentes sont de plus en plus économes en énergie. Donc quand on achète un PC de table ou de bureau, pas comme un ordinateur portable. Donc là, on peut faire aussi même la comparaison par rapport au cycle de vie. Donc il faut changer souvent, pas tout le temps, mais changer si on a des appareils qui consomment beaucoup d'électricité et qui ne servent à rien. Privilégier les électroménagers de classe énergétique A+++. Donc ça, c'est très bien parce que dans la cuisine, comme je dit, on utilise beaucoup d'appareils, frigo, lave-linge, lave-vaisselle, donc beaucoup des robots. Voilà, donc il faut, si on aura l'occasion d'acheter, il faut faire attention. Et on achète les moins énergivores. Faites recycler les équipements électriques, électroniques, défectueux. Ici à Casa, on a à Drabghalef, on a un marché, on peut vendre. Donc au lieu de jeter, on peut vendre et on peut même avec un coût qui est symbolique, mais au moins, c'est un geste pour l'environnement, c'est un geste, on gagne de l'argent, mais c'est un geste aussi pour le recyclage. Parce que quand je jette, peut-être il y aura quelqu'un qui va trouver ce déchet, qui est considéré pour moi un déchet, mais pour lui peut-être pas un déchet, mais dans la plupart des cas, peut-être on ne trouve personne, et donc il va directement à la décharge, et à la décharge, ça veut dire qu'il gagne de la place. Et le grand investissement dans les décharges au Maroc, d'ailleurs, quand on pose la question aux mairies, aux municipalités, donc le budget alloué à la gestion de déchets, il est énorme. Aussi, le budget de l'électricité et l'eau, presque le 1 tiers. Donc, il faut faire des investissements aussi au niveau de la ville, le changement des ampoules. Et après, si on a l'occasion aussi, vous achetez donc, des maisons ou des biens, il faut penser aussi à l'isolation, parce que l'isolation, c'est l'économie d'énergie, l'amélioration de confort, la hausse de la valeur de votre bien immobilier. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire la norme H, ce n'est pas une norme, mais une pratique, la haute qualité environnementale, et surtout pour les bâtiments durables. Mais dans le choix des matériaux, dans le choix des équipements, on pense aux hautes qualités environnementales et ce label qui garantit un petit peu le confort et l'économie d'énergie. Voilà, donc pour la pollution numérique, donc il faut supprimer les emails. Ces emails, on a l'intention qu'ils ne consomment pas. Non, c'est lié à la capacité de stockage. Et donc, capacité de stockage, serveur et serveur de stockage. Et bien sûr, quand on a beaucoup de choses stockées, ça veut dire que ça consomme beaucoup d'énergie pour l'aération et pour l'électricité. Donc, supprimer les emails, les spams, ça ne coûte pas grand-chose, ça coûte un clic, mais faire toujours le ménage, il ne faut pas laisser. C'est comme économiser 24 heures de consommation d'une ampoule. Vous vous rendez compte? 30 emails, si on supprime 30 emails, c'est presque l'équivalent d'une économie d'une poule de 24 heures, ce qui consomme la poule
l'ampoule pendant 24 heures. Aussi pour les emails, quand on envoie un mail de 1 méga au destinataire, c'est l'ampoule de 25 watts pendant 1 heure. Quand on envoie des messages, des vidéos sur WhatsApp et sur les applications, bah, bien sûr aussi, ça coûte, c'est l'équivalent de presque 2 heures ou 3 heures d'éclairage par une ampoule de 25 watts. Alors, pour finir, j'aimerais bien parler des leçons de la crise sanitaire. Et donc, les leçons de la crise sanitaire, la COVID-19, bien sûr, il faut relancer la transition écologique. Et transition écologique, ça veut dire l'évolution vers un nouveau modèle économique, social et environnemental. Ça veut dire les 3 piliers de développement durable. Et donc, qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux. On sait qu'on est en crise de changement climatique, de la rareté des ressources. Le Maroc, il est classé parmi les 25 pays menacés par le stress hydrique. Et donc, la rareté des eaux, la perte de la biodiversité et la multiplication des risques sanitaires comme cette crise et comme ces zoonoses, donc ces virus zoonoses qui parviennent des animaux. Donc, une proposition, il faut prendre le recul sur la situation que nous vivons et donc proposer des modes de transition écologique qui sont intégrales. Je parle aussi de transition digitale ou transition numérique, que l'on appelle aussi la transformation numérique. Ça veut dire désigne le processus qui permet aux entreprises d'intégrer les ressources et les technologies digitales disponibles au sein des activités. Je parle de civisme. Quand on parle des éco-gestes, ben, de civisme. Et quand on applique ces éco-gestes, ça veut dire qu'on est en train de faire du civisme et on est responsable, des citoyens responsables. Quand on parle, par exemple, de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui désigne la prise de compte par ces entreprises sur la base volontaire. Elle n'est pas imposée, mais d'une façon volontaire, les enjeux sociaux, éthiques dans leur activité, les activités d'entreprise. On parle d'activités économiques, interactions internes, externes. Donc, quand on intègre la composante sociétale et environnementale dans les entreprises, bah, bien sûr, on minimise les impacts sur l'environnement. Et bien sûr, on a tiré des leçons de télétravail, c'est-à-dire les Américains, ils avaient l'habitude, et les Allemands, depuis la crise de 2005-2008, mais maintenant au Maroc, avec cette crise, on a compris que voilà, il faut avoir de la confiance et faire le travail chez lui. Ça veut dire c'est moins de transport, pas beaucoup de pollution et aussi un grand rendement quand on est responsable et quand on est engagé. Donc, pour finir, voilà cette photo. Il y a une relation avec l'environnement. La terre et la biodiversité ne donnent que des bonnes choses. Et nous, malheureusement, on ne donne que les mauvaises, hein, comme la pollution, comme le réchauffement climatique, comme tout type de pollution. Et donc, pour attirer votre attention, il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut essayer à partir d'aujourd'hui, et c'est l'occasion, le confinement, de prendre ces leçons. Je vous remercie de votre attention. Et je suis ouvert à toute question. Pas de problème. Merci, Dr Zahrani. Donc, merci pour votre exposé très riche. Donc, merci pour toutes les informations en fait, que vous avez apportées, que vous avez partagées avec nous en fait. Donc, concernant bien sûr les impacts réels du Covid-19 en fait sur notre mode de vie qui a été en fait bouleversé momentanément et il y aura des impacts bien sûr à long terme, que ce soit sur notre mode de vie, sur l'environnement bien sûr, sur notre économie.
Donc, j'invite plutôt donc nos invités donc à participer donc avec nous. Donc, donc sur le chat déjà donc on trouve pour le moment donc il y a Ah, une pardon, question. j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention parce que j'avais le mode écran. J'ai pas fait attention aux questions. Ah non, non, mais c'est pas grave, docteur Zarani. De toute façon, maintenant on a ouvert la session des questions. D'accord. Donc, donc une première question donc de Monsieur Azhari. Donc, que peut-on capitaliser après le déconfinement sur cette crise pour adoucir notre agressivité sur l'environnement? Et alors, une très bonne question et une question qui résume tout. Euh, la photo que j'ai montrée, vraiment, elle montre cette agressivité. On est polluant, on a une grande empreinte écologique, ça veut dire on consomme beaucoup de ressources et on produit aussi beaucoup de déchets. Et donc, c'est l'occasion de repenser à nos modes de consommation. J'ai évoqué les, le gaspillage alimentaire. Et le gaspillage alimentaire, cette année au Maroc, on avait le Ramadan, qui est un mois déjà renommé par le gaspillage alimentaire. Les études de l'UNESCO montrent qu'on a presque 10 à 15% d'augmentation des déchets de gaspillage issus de gaspillage alimentaire. Et aussi, on avait le confinement parce que le stockage, la crainte, la psychose. Donc, on voulait faire un stockage chez nous. Et après, on se rend compte que, voilà, on a des produits qu'on n'utilise pas. Peut-être, il n'y a pas une pénurie. Et donc, il faut déjà s'investir dans le capital immatériel, dans l'éducation, dans la sensibilisation, parce que le citoyen, ce qui compte, c'est le citoyen. Quand on a un citoyen qui est responsable et qui respecte la société, qui respecte l'environnement et qui fait ses devoirs pour réclamer ses droits, donc on peut minimiser notre agressivité et on peut réduire nos impacts sur l'environnement. On sait qu'au niveau des entreprises, on a un projet. Au Maroc, on a la loi 1203. Il faut faire une étude d'impact. L'étude d'impact, il faut passer par l'enquête publique. L'enquête publique, la plupart des citoyens ou des habitants, ils ne savent même pas c'est quoi une enquête publique ou pourquoi on fait une enquête publique. Et ça veut dire, peut-être, il faut lire le journal pour voir des annonces et pour voir que, par exemple, il y aura une industrie, il y aura, je ne sais pas, il y aura une plateforme qui va polluer. Et donc, il faut faire ces remarques, il faut marquer ces objections. Et il faut dire que voilà, on est contre, on est d'accord. Et par contre, là, ça montre une approche participative. Ça montre la sensibilisation des citoyens. Parce que si on loupe cette phase d'enquête publique, quand on a l'entreprise, quand on a les dégâts, bah, on peut pas repenser, on ne peut pas changer parce qu'il n'y avait pas des engagements. Donc, peut-être déjà le capital majeur, c'est l'humain. Il faut s'investir dans l'humain. Et après, il faut faire des efforts. Quand on a des citoyens responsables, bien sûr, ils vont choisir leurs élus, ces élus qui sont imposés par exemple, la loi 1203, et ils sont menés à respecter l'environnement et de ne pas faire des impacts négatifs sur l'environnement. Et après, j'ai parlé de la transition écologique, la transition numérique, tous les aspects. Donc voilà, je crois que on a, on a beaucoup de temps à parcourir, mais si on commence, déjà, c'est comme on avait un miroir, cette pandémie nous a montré nos dégâts et nous a montré, parce qu'il y a un lien direct avec la biodiversité. Je l'ai montré, il y a des articles et il y a des rapports de l'ONU. Un lien direct. Les chauves-souris, nous, on a cherché les chauves-souris. Donc, on a cherché ces chauves-souris pour le laboratoire. On était dans les grottes et on trouve des communautés de chauves-souris de 100 000 chauves-souris, par exemple, dans une grotte. Comment vous voulez que quand on cherche ces animaux,
on ne va pas choper voilà, des maladies. Quand on détruit la nature, quand on fait l'extension des villes et on est plus proche des, des animaux, quand on fait une production massive de viande, bien sûr, il faut s'attendre à beaucoup de dégâts. Peut-être c'est le début. Je ne suis pas pessimiste, mais voilà, donc peut-être c'est l'occasion pour revoir nos gestes et nos comportements. D'accord. Donc, aussi, donc, on trouve, il y a Mariam Soukat. Donc, je vous remercie, Monsieur Fouad, pour cette présentation enrichissante qui présente des choses qu'on arrive à voir dans notre entourage actuellement. J'aimerais bien partager avec vous, en fait, c'est un partage, d'accord? Il partage une expérience personnelle qui s'est passée dans ces derniers jours. J'étais victime d'un harcèlement. J'ai fait une commande sur Internet et la personne concernée m'a envoyé le code de reçu, comme s'il a envoyé la commande. J'ai versé l'argent et puis j'ai reçu une boîte pleine de morceaux de bois. Faites surtout attention à... D'accord. Donc, en fait, À l'arnaque, oui. c'est... Vraiment, à cause de la pandémie, on a vu pas mal d'aspects d'arnaque numérique. Il faut voir l'émission Capital, il y avait tout un dossier dédié à cette arnaque. Il faut vérifier avant d'acheter. Il faut vérifier et se renseigner sur la société ou sur le fournisseur. Donc, généralement, on trouve toujours que voilà, donc ils sont déjà indiqués ou ils ont déjà une mauvaise réputation. J'espère qu'il n'a pas dépensé beaucoup d'argent, mais voilà, donc ça sera une leçon aussi à tirer. D'accord. Après, donc, Monsieur Cherkaoui, donc, il tient à vous remercier pour la qualité de la présentation concernant un domaine d'actualité de grande importance à l'heure actuelle. Sa question porte sur les transformations et les mutations futures de l'industrie marocaine. Donc, en effet, peut-on effectivement capitaliser sur la crise Covid-19 pour lancer des secteurs porteurs au Maroc? Quels sont dans ce cas ces secteurs éventuels? Alors, le secteur de l'énergie, le Maroc a commencé déjà à faire des investissements dans tout ce qui est énergie renouvelable. On sait qu'on n'est pas un pays où on a des énergies fossiles. Et donc, on a pris, ça veut dire le gouvernement a pris la décision de s'investir dans les énergies renouvelables. Sa Majesté l'a souligné plusieurs fois. Et heureusement, on a maintenant beaucoup de parcs des énergies renouvelables, donc éolien, hydrocentrales, solaires. Donc ça, c'est un volet. Aussi, tout ce qui est digitalisation. Donc, il faut développer ce secteur aussi parce qu'avec ce secteur, on peut avoir notre autonomie et notre autorité. Regardez, on a maintenant, c'est Azhari l'a précisé, Zoom, ou l'outil qu'on utilise pour la conférence, bien sûr, la cote dans la bourse, il a gagné beaucoup d'argent. Donc, ce domaine, il est prometteur. Il faut penser à la digitalisation, au secteur numérique, la transition numérique. Et cette transition numérique, elle est valable et durable. Et donc, quand on a une transition écologique avec une transition numérique, bien sûr, on aura un secteur d'industrie qui est respectueux de l'environnement. On a aussi tout ce qui est secteur hygiénique. Regardez, pendant la pandémie, tout le monde parle des masques. Le Maroc, elle avait l'intelligence de fabriquer des masques. C'est vrai, des masques qui ne sont pas chers, et on a différentes catégories selon les marques, mais déjà, on était autonome. Et quand on voit des grands pays industriels, ils ont des pénuries de masques, donc quand même, on peut dire qu'on est fier qu'on a pensé à ce secteur. Et d'ailleurs, ce secteur, c'est le secteur de futur, le secteur de la santé. Il faut s'investir aussi dans tout ce qui est industrie pharmaceutique, dans tout ce qui est médicaments, parce que au-delà de l'échelle nationale, ben, on peut avoir notre mot à l'échelle internationale. Donc, plusieurs secteurs.
Mais voilà, en tant qu'environnementaliste, je tiens toujours à dire que voilà, n'importe quel secteur industriel, donc il faut penser aussi aux impacts et réduire les impacts. Et pour finir, c'est les denrées alimentaires. Le secteur de l'agroalimentaire, il faut le développer, surtout qu'on sait que le Maroc, toujours, il a un stock vital en cas où on a des crises, mais on a pas mal de produits qui viennent de l'étranger, et donc si on peut être autonome, donc ça peut être une bonne chose pour la sécurité alimentaire de notre pays. D'accord. Donc, aussi, donc, on a donc professeur Ammar. Donc, merci, Monsieur Fouad, pour cette présentation très intéressante. Après le déconfinement, est-ce que ça ne sera pas judicieux de penser à une nouvelle stratégie pour bénéficier de cette amélioration de la qualité de l'air pendant le confinement? Euh, Merci, cher professeur. Cette question, elle est pertinente. Imaginez le nombre de COP qu'on organise et qu'on a organisé. Chaque année, on fait une COP. La dernière, c'était à Madrid. J'étais à Madrid et on voit le nombre de conférences, de discussions, de négociations pour dire que voilà, on a atteint les limites et sûrement, si on continue avec ce rythme, il n'y aura pas de lendemain. Il n'y aura pas d'Inch'Allah. Ça veut dire on est en face d'une hausse de température, d'un changement climatique. Regardez, au Maroc, on le constate. Et donc, à chaque fois, on demande de prendre des mesures. Alhamdoulilah, il y avait la pandémie. Pendant le confinement, on a vu que tout ce qu'on a demandé à faire, parce qu'on était obligé, pendant 2 mois, on avait des mesures et des résultats, des conséquences qui sont bénéfiques pour l'environnement sur tous les secteurs de l'environnement. Je ne parle pas de l'économie. Mais quand même, l'économie, elle est liée aussi au secteur de l'environnement. Parce que quand on a des industries qui polluent, ça coûte pour l'économie. Donc, c'est une très bonne occasion au niveau mondial pour dire que voilà, la Chine et les États-Unis, vous êtes les grands pollueurs. Regardez avec des photos de satellites, quand vous avez fait le confinement au moins 6 semaines, regardez les résultats. Donc, essayez de donner juste 2 semaines par an à l'environnement. Un repos biologique pour les espèces, pour la biodiversité, et aussi contre la pollution atmosphérique qui dépasse les pandémies, qui dépasse le sida, qui dépasse le tabagisme, qui dépasse le cancer. La pollution atmosphérique, c'est un vrai fléau, c'est un problème. Et donc, vous avez raison, il faut penser et repenser à donner l'occasion à la Terre pour respirer un congé. Nous, on était confinés, les animaux étaient dehors. Donc voilà, à tour de rôle, même pour quelques semaines, mais déjà, il y avait beaucoup de conséquences positives. Malheureusement, ce n'est pas durable, mais voilà, c'est le début. Il y a un début à tout. D'accord. On a aussi c'est un remerciement en fait de Monsieur Saïdi Mehdi donc pour votre exposé. Donc par la suite c'est professeur Ammar donc il voudrait donc intervenir pour poser une question en direct. Donc à vous la parole, Monsieur le professeur Ammar. Alors, bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à remercier Dr Jarani pour cette conférence très très riche. Où il y a des résultats vraiment, c'est-à-dire du terrain. Donc, c'est ce que nous avons constaté pendant la période de confinement. Alors, moi, je voudrais bien intervenir au niveau de la pollution, ce que vous avez appelé la pollution numérique. Plutôt, c'est une pollution électromagnétique. Parce que nous avons constaté tous pendant la période de confinement qu'il y a une utilisation très large au niveau de portables, d'autres moyens pour communiquer, et se connecter pour travailler et pour étudier aussi, et pour communiquer avec les membres de la famille. Et là, il y a une forte absorption des ondes électromagnétiques, ce que nous appelons le DAS, le débit d'absorption spécifique,
que ce soit au niveau de la tête même et dans le corps humain. Et il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention à ça parce qu'il y a des conséquences qui sont importantes parce que ça fait quand même une vingtaine d'années que je travaille là-dessus, j'ai publié beaucoup d'articles. À part l'augmentation de la température, il y a aussi l'augmentation de la circulation du sang dans le corps parce que ce sont des ondes ionisantes. Il y a aussi l'augmentation du battement du cœur, il y a la nervosité, manque de sommeil, etc. Et donc, j'aimerais bien que, et on constate bien sûr à l'échelle nationale, qu'il n'y a pas de sensibilisation. Et donc, c'est un grand problème de pollution électromagnétique, et surtout pour les enfants, parce qu'il y a des études scientifiques qui ont montré que chez les enfants, il y a une très forte absorption par rapport aux adultes. Et donc cette période-là a permis l'augmentation d'une manière extraordinaire et exponentielle de ces moyens technologiques. Alors, bien sûr, on ne peut pas s'en passer de l'utilisation du portable et des autres moyens, mais il faut que nous utilise de manière intelligente et avec modestie aussi. Voilà. Et c'est juste cet éclaircissement que je voulais apporter aux collègues. D'accord. Merci. Donc, merci, professeur, pour votre intervention. Merci infiniment pour les informations. Oui, mais monsieur. Vous permettez, Madame Ouazzani, c'est un mot vraiment. Moi, je n'ai pas évoqué le côté santé, mais vous avez mis l'accent sur ce problème qui touche directement la santé. Moi, j'ai essayé de joindre l'utile à l'agréable et de parler de, par exemple, quand on télécharge une série streaming sur notre smartphone 4G, ça veut dire on consomme 2 fois plus d'énergie quand on regarde, par exemple, le film directement téléchargé ou sur l'ordinateur. Mais le temps, vous avez raison, c'est un mot, le temps qu'on passe devant ces électroménagers et ces appareils, bien sûr, vous êtes spécialiste dans le domaine et vous avez mené des études. Nous, ce qu'on sait, c'est que on est en bagarre presque journalier parce qu'on avait un opérateur qui voulait installer une antenne de télécommunication sur le toit du bâtiment. Et donc, on n'était pas sûr, mais on a dit non, on a des enfants et on ne va pas vous laisser. Vous payez, vous donnez de l'argent, mais quand même la santé, quand on va perdre notre santé, ne sera pas remboursée par l'argent. Donc, une grande pollution, un grand impact sur la santé comme sur l'environnement. Mais vous avez bien fait parce que les antennes relais que nous avons sur les terrains, ils ont un rayonnement surtout sur les immeubles qui sont en face. Parce que leur rayonnement, il va dans le sens, c'est-à-dire de l'autre direction. C'est la même chose pour le portable. Quand vous le mettez à côté de l'oreille, il a un lobe principal, ça veut dire c'est la direction où il y a un rayonnement maximum, et c'est vers la direction de la tête. Donc, quand vous le collez, c'est-à-dire sur l'oreille, eh bien, la tête, il est dans ce lobe principal. Ça veut dire qu'il est dans le diagramme, dans le diagramme de rayonnement maximal. Faites très attention. Là, je vois Mme Ouazzani, surtout quand je vois des gens qui portent le foulard, ils mettent le portable à l'intérieur, au-dessus du foulard. Là, c'est très, très grave. Vous allez sentir une chaleur qui est doublée parce que l'énergie, il n'a aucune chance de se propager dans l'environnement terrestre. Il est piégé et il est directement vers la tête. Voilà. D'accord. Donc, merci encore une fois, professeur Amour, pour ces précisions. Donc, on a aussi l'intervention de Monsieur Suissi. Donc, il tient à remercier notre conférencier pour son exposé très riche. La COVID-19 a permis d'introduire de façon très forte l'enseignement à distance. Est-ce que ceci aura un impact sur l'environnement? Oui, l'utilisation, merci pour la question. L'utilisation des appareils, l'utilisation de l'ordinateur. Donc, c'est un mot, il vient de nous donner
une idée sur l'impact sur la santé, mais sur l'environnement, c'est ce qu'on appelle la pollution numérique. Donc, mais voilà, ça ne veut dire pas qu'il ne faut pas faire l'enseignement à distance parce qu'on n'a pas le choix. Mais il faut faire des éco-gestes. Donc, c'est pour cela que j'ai essayé d'insister sur les éco-gestes. Quand on, par exemple, surtout pour les téléphones, quand on fait des cours, pas de problème. Mais quand on regarde des séries sur le téléphone ou sur l'ordinateur, ce geste, presque 2 fois la consommation d'un four à 1000 kilowatts. Donc, voilà. Pour les études, pas de problème, mais pour faire autre chose, c'est conséquent sur l'environnement. Donc, d'où l'importance de poser des bonnes questions. L'enseignement à distance, c'est très bien. Moi, je vois l'impact positif, c'est que vous aurez maintenant l'occasion, et déjà vous avez l'occasion de faire vos études dans une école renommée comme l'EMG, et vous pouvez aussi développer, par exemple, des unités de valeur ou les MOOC, ce qu'on appelle les MOOC, ça veut dire un enseignement à distance avec des organismes, ce n'est pas diplômante, mais voilà des attestations de participation. Le temps que vous passez, par exemple, à regarder un film sur Internet et qui va coûter beaucoup d'argent et beaucoup de pollution numérique, donc vous pouvez faire des études à distance ou des conférences comme celle-là pour enrichir vos bagages scientifiques. Donc, encore une fois, donc, Monsieur Suissi, donc, il veut dire, en fait, concernant les impacts positifs, Dr Zohrani, il précise qu'il veut parler particulièrement de l'économie du papier, de déplacement, en fait, donc les impacts de ce confinement ou de la Covid-19, donc les impacts en termes d'économie, papier, voilà, et sur les déplacements, en fait. Il a raison parce que des feuilles de papier, ça veut dire un nombre d'arbres. Chaque jour, on coupe un grand ou un nombre impressionnant des arbres pour fabriquer des papiers. On fait des estimations de nombre de presque le nombre, parce que quand on coupe les arbres, c'est une quantité considérable de CO2 qui était stockée dans ces arbres. Et donc, déjà, on a l'émanation de CO2. Et aussi, on a la consommation de ces papiers. Ça veut dire on a la production de déchets. Donc, exactement. Donc, un arbre, par exemple, le chiffre que je retiens, un arbre mature produit chaque année presque 120 kg d'oxygène à partir de CO2. Donc 120 kg d'oxygène quand on coupe l'arbre. Donc vous avez raison, très bien, je suis tout à fait d'accord. Il y a des impacts positifs. Moins de déchets et beaucoup d'oxygène. D'accord, donc c'est vrai, cette pandémie va nous mener tous à penser à une économie de papier, hein. Donc, d'une façon pour essayer d'éviter la propagation, on va dire, du virus. Et d'autre part, il aura un impact positif sur la mise en place de la digitalisation. Vous avez parlé tout à l'heure. Et bien sûr, quand on parle de la digitalisation, de tous ces impacts positifs sur notre quotidien. Donc, c'est vrai. Alors, on a aussi donc l'intervention de Younes Ertal. Donc, il se demande est-ce que l'animal domestique peut transmettre la Covid-19. Est-ce que l'animal domestique… Alors, dans la dernière étude de l'ONU et de l'OMS, j'ai les références si vous voulez. Les zoonoses, ça veut dire ces maladies qui sont transmissibles, en arabe on les appelle amrad al-mu'adiyat al-mansha, ça veut dire qui est transmis par les animaux. On parle de 75% hein, pour les animaux, mais pour les animaux domestiques, on parle de 50%. Et d'ailleurs, si on a par exemple une femme enceinte, elle a toujours des allergies pour les chats, parce que voilà les poils, parce que les parasites, parce que des maladies, des virus. Donc oui,
dans l'étude, on trouve un chiffre de 50% des maladies qui peuvent être infectieuses et d'origine animale. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, Manal Miski. Donc, merci pour le choix de ce sujet. Donc, cette crise est une opportunité d'adapter notre modèle à l'urgence climatique, revoir nos priorités, et elle doit être l'occasion de réévaluer en fait l'utilité sociale des différentes activités économiques. Voilà. Donc, en fait, Manal, elle a partagé avec nous sa réflexion donc, concernant bien sûr ce sujet. Merci, Manal. Merci pour le partage. Et vraiment, c'est aussi une réflexion. Il faut prendre de recul et choisir les bonnes décisions. C'est sûr. Voilà. Donc, un remerciement aussi de la part de Ntessar Daoudi pour la qualité de la présentation. Merci à vous. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc, je pense qu'on arrive à la fin de ce séminaire. Merci, docteur Zahrani, pour cette belle rencontre. Donc, cette rencontre d'échange et de partage. C'était très intéressant pour nous tous. Merci pour votre exposé très riche. Donc, vous avez apporté pas mal d'études, de résultats d'études scientifiques récentes. Merci pour vos efforts. Et je vais passer la parole à M. Azhari. Oui. Pour ma part, je tiens à remercier vivement Fouad Zahrani pour la qualité de son exposé et la richesse en informations qu'il a composé. C'est un sujet d'actualité en relation avec cette pandémie immense qui a frappé le monde entier. Merci Zahrani qui nous a donné l'occasion de nous mêler un peu dans notre écosystème, dans notre environnement, tant oublié par le quotidien de notre exercice. À travers votre exposé, nous avons vu qu'il n'y a pas que les impacts négatifs, heureusement. Il y a des impacts négatifs qui touchent l'emploi, l'économie, etc. Mais il y a également des impacts positifs, des opportunités et surtout une prise de conscience de nous tous de certains axes de développement, de certains axes à prendre en considération, surtout après le déconfinement. Vous avez cité le e-learning, vous avez cité le digital et le numérique en général et la transformation digitale et l'économie de papier qu'on peut en tirer, l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, la préservation de l'environnement, tous ce sont des aspects que l'on peut capitaliser suite à cette pandémie. Je vous remercie infiniment, Zahrani, au nom de toutes les instances de l'EMG pour ce temps et ce travail de fond que vous nous avez présenté. Et merci à tous. Merci à vous, Assel Azhari. Si vous permettez, merci à Madame Louazani. Merci à l'audience et les questions pertinentes. Ça prouve que vous avez suivi ce que j'ai dit. Donc, c'est ce que j'espérais au début. Je suis content déjà de partager avec vous et je suis content aussi
de faire une présentation devant une audience des futurs ingénieurs et des enseignants compétents. Donc, et si ça signifie quelque chose, c'est que la qualité de débat le prouve. Donc, à mon tour, je vous remercie pour l'occasion que vous m'avez donnée. Ouais, merci donc Zahrani pour votre témoignage, pour votre exposé qui était sincèrement très très riche. Donc j'ai vraiment apprécié vos efforts, je le dis encore une fois, parce que vous avez présenté des résultats très récents. Ça prouve que vous avez été très impliqué pour nous préparer ce séminaire. Merci encore une fois au nom de l'EMG. Un grand merci bien sûr aux participants qui ont suivi et participé activement à ces échanges. Donc merci à vous tous et puis Eid Mubarak Saïd pour tout le monde. Donc on est à quelques jours de l'Eid, Inch'Allah. Eid Mubarak Saïd et Awashar Mubarak. Et puis à la prochaine fois, Inch'Allah, pour un nouveau séminaire et Inch'Allah prochainement, bi'idhnillah.